3 janvier 2026. L'opération Absolute Resolve au Venezuela. Alors, à première vue, on pourrait se dire, bon, c'est une opération d'exfiltration spectaculaire, presque un kidnapping d'État, mais les sources qu'on a pour ce deep dive suggèrent que si on s'arrête là, en fait, on rate l'essentiel. Elles disent que, pour comprendre, il ne faut pas regarder les tanks, mais quelque chose de beaucoup plus philosophique. C'est exactement ça. On sort de la chronique géopolitique, en fait. On touche à ce que les Grecs appelaient le télos, c'est-à-dire la cause finale, le but ultime. D'accord. La force militaire, bien sûr, c'est la cause immédiate, la cause efficiente. Mais le télos, la finalité, c'est l'aboutissement d'une logique qui vient de très très loin. L'enlèvement de Maduro, ce n'est pas une anomalie. C'est la conclusion presque inévitable d'un système bâti sur une impunité, qui est séculaire. Une impunité qui viendrait d'où, alors ? Parce que les sources, elles tracent un parallèle historique assez audacieux, il me semble. Oui, et il est fondamental. Pour comprendre 2026, il faut revenir au XVIIe siècle, à la Compagnie des Indes orientales. Ah oui. On oublie souvent ce que c'était. C'était pas juste une boîte de commerce, quoi. C'était un État-compagnie. Une entité privée qui avait le droit de déclarer la guerre, de frapper sa propre monnaie, de rendre sa propre justice. Et qui avait sa propre armée, c'est ça? Une armée privée de 260 000 hommes. Pardon, 260 000. Mais c'est hallucinant. C'est plus que beaucoup d'armées nationales de l'époque. Exactement. Elles sont nées servies, hein. Les documents rappellent qu'elle a sciemment provoqué une famine terrible au Bengale. Pour quelle raison? Juste pour protéger les dividendes de ses actionnaires, sans jamais rendre de compte. L'idée forte de nos sources, c'est que cette souveraineté corporative, elle a jamais vraiment disparu. Elle a muté, c'est tout. L'État devient juste le bras armé de ses intérêts. C'est un parallèle puissant, mais on n'est plus au XVIIe siècle. Une entreprise peut pas débarquer avec ses soldats. Du coup, quel est le mécanisme aujourd'hui? Il est plus subtil, mais tout aussi efficace. Les sources l'appellent la tutelle énergétique, Energy Trusteeship. Et ce qui est fascinant, c'est le changement de langage. On ne parle plus d'apporter la démocratie. C'est fini, ça. On utilise un autre vocabulaire, hein? Oui, un vocabulaire froid, technique, celui du droit des faillites. Le Venezuela est présenté comme une entreprise mal gérée, en faillite. Et donc, ces réserves de pétrole, c'est l'actif qu'il faut saisir pour rembourser les créanciers. qui sont Chevron, Halliburton. Voilà. On traite un État souverain comme une simple société insolvable. J'imagine que les marchés financiers, eux, ils ont dû adorer. La réaction a été immédiate. Les actions des boîtes de services pétroliers ont explosé. C'est ce qu'on appelle, assez cyniquement d'ailleurs, le Reconstruction Trade. Les investisseurs parient sur qui va reconstruire. D'accord, mais si on pousse cette logique de faillite jusqu'au bout, la population vénézuélienne, elle est où dans ce bilan comptable? C'est là que ça devient vraiment glaçant. Les sources introduisent ici le concept de nécropolitique du philosophe Achille Mbembe. C'est le pouvoir de décider qui a de la valeur et qui est, je cite, superflu. Superflu. Dans cette logique, la population n'est plus un peuple. Elle devient un obstacle logistique, une variable à gérer pour sécuriser les actifs. Un obstacle logistique. Le cynisme est total. L'opération ne vise pas à sauver des vies, hein. Elle vise à sécuriser des barils. Face à un acte pareil, comment le reste du monde a réagi? Il y a eu un front uni? Pas du tout. Et c'est ça qui est terrible. La réaction a montré une fracture béante. D'un côté, l'Occident, qui a pour la plupart pris acte. Des communiqués très prudents. En gros, un silence qui valide la joie du plus fort. Et de l'autre? De l'autre, le Sud global, qui a réagi avec une véritable terreur. Pour ces pays, c'est un précédent juridique terrifiant qui vient d'être créé. Ce qui nous amène à la question finale. Si ce précédent est accepté, qu'est-ce qui empêche de le refaire ailleurs? C'est exactement la pensée dérangeante que nous laissent nos sources. Elle cite Dominique de Villepin sur la jurisprudence du coup de force. Si on accepte ça pour le Venezuela et son pétrole, pourquoi pas demain pour le Groenland et ses terres rares? Ou le lithium en Bolivie? Donc la question qui reste en suspens, c'est de savoir si on est entré dans l'ère de l'État-entreprise, le corporate state, où la souveraineté d'un peuple, se négocie à la bourse de New York.